Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on s'était vu il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et on avait débattu d'une question assez essentielle pour les marchés boursiers. Étions-nous à l'époque, c'est-à-dire en 2015, dans une situation analogue à celle de l'été 98, où nous retrouvions-nous dans une configuration plutôt proche de celle de mars 2000. Alors l'été 98, c'était la crise asiatique, c'était le creux avant l'ascension fulgurante des marchés. Mars 2000, on s'en souvient, c'était la fin des haricots. Le marché était au top, au sommet, avant d'entamer un cycle de baisse de 2 ans. Alors, on est 2 ans plus tard. Les faits, vous disiez, on est plutôt été 98, en cette période 2015. Donc les faits vous en donnez raison, puisque les marchés ont bien progressé depuis. Mais 2 ans se sont écoulés. Donc j'ai envie de vous dire, on est aujourd'hui en mars 2000. Eh bien, pas encore. Pas encore. Même si 2 ans se sont écoulés, on n'est pas encore en mars 2000, tout simplement parce que les fondations de la hausse récente, qu'elles soient d'ailleurs japonaises, américaines ou européennes, restent présentes. Et donc, à partir de là, on commencera à être inquiet pour les actifs risqués si l'un des 3 facteurs de soutien des marchés, à savoir politique monétaire, bien sûr, et tout le monde en parle, et probablement on va y revenir, devient restrictive, si la macroéconomie est moins bien orientée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au contraire, je dirais, en Europe, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas connu une dynamique macroéconomique aussi favorable, donc profitons-en, et une microéconomie qui se tient encore bien. Alors, on va justement revenir sur ces 3 points. Vous parlez de la politique monétaire. Elle a fait les marchés, on peut le dire. Oui, on est dans l'administration de prix, un peu l'URSS des années 60, sauf que là, c'est vraiment sur les actifs financiers. Les banques centrales pilotent. Un peu fort, mais bon, c'est vrai que les banques centrales jouent un rôle déterminant. Elles ont arrosé le marché de liquidité, le monde de liquidité, et elles ont créé une inflation des actifs financiers, notamment. Tout à fait. Pas que. Vous dites, bon, finalement, cette politique monétaire, elle reste toujours accommodante et elle est toujours rivée vers le soutien des marchés. Sauf que la BCE nous dit, je vais commencer à fermer doucement, certes, mais je vais commencer à fermer le robinet à liquidité. La Fed ne le fait plus déjà depuis pas mal de temps. Non, exactement, et puis elle est dans une phase de remontée de ces taux, graduelle, mais phase de remontée. Donc, moi, je veux bien, mais ce soutien-là, est-ce qu'il n'est pas un peu vacillant ? Alors, oui, en communication, en fait, on évoque les sujets, mais tout ça, en fait, dans les faits, ne se traduit pas. Enfin, rappelons quand même que la Banque centrale européenne continue sa politique de quantitative easing. On était jusque-là à 60 milliards d'euros investis chaque mois. Je vous laisse faire le calcul sur une année. C'est plus de 700 milliards d'euros injectés directement sur les actifs financiers en achetant des obligations notamment. Alors oui, l'année prochaine, elle baissera à 30 milliards d'euros par mois, mais ça reste en fait un facteur de soutien. Mécaniquement, qu'est-ce que ça produit, ce genre de choses ? Lorsque la Banque centrale continue à acheter comme ça, elle préempte tout un pan des marchés financiers, à savoir l'obligataire d'État. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les autres acteurs qui sont des investisseurs ? Ils sont obligés d'acheter autre chose. Et c'est pour ça, tout à l'heure j'évoquais l'URSS et l'administration de prix. Effectivement, on force un petit peu le trait, mais concrètement, ces politiques-là, elles reflètent mécaniquement les marchés. Et donc, je veux bien qu'on parle ou qu'on évoque des politiques qui deviendraient restrictives, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au Japon, et d'ailleurs l'élection de Shinzo Abe en conforte encore un peu plus, c'est pour ça que les marchés actions japonais ont très très bien fonctionné au mois d'octobre, donc des politiques qui resteront accommodantes. Au Japon, on est tout de même dans une politique monétaire hyper accommodante. Oui, donc il ne faut pas aller derrière. Qu'elle l'est aussi en Europe, sûr, mais et donc il ne faut pas s'étonner que les marchés actions... un stade autre encore. Oui, c'est le stade du dessus, c'est l'Europe de nos 20 ans. Très bien, ça reste très accommodant, j'en conviens, mais il n'empêche, et on le dit souvent, ce qui compte, c'est la dynamique, le chemin. Or là, la dynamique, elle change. Alors, elle ne change pas au Japon, elle évolue en fait en Europe, mais elle reste très en soutien. La question de fond, en fait, vient des États-Unis, comme souvent, le marché directeur. Et donc là, oui, il y a débat sur est-ce que les États-Unis vont entrer dans des politiques monétaires très restrictives. Nous n'y croyons pas une seconde, pour une raison très simple. Aujourd'hui, nous estimons que l'économie américaine continue d'afficher des bons chiffres, des chiffres corrects, qui ne traduisent pas une fin de cycle. Mais ne soyons pas dupes, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus on s'en rapproche de cette fin de cycle qui est d'ailleurs très impressionnant aux États-Unis par rapport au reste du monde. Et donc, croyez-vous véritablement que le successeur de Janet Yellen va prendre le risque de mettre en place des politiques monétaires véritablement restrictives ? Parce que pour l'instant, vous me dites, les taux montent, mais c'est l'épaisseur du trait. Rien n'a changé. Mais il faut tout de même que la Fed recouvre des marges de manœuvre. Alors, j'ai une question. Dans le à moi de vous poser une question. Ces marges de manœuvre-là veulent-elles véritablement dire que le bilan de la Banque centrale américaine doit baisser ?
Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenons un exemple, la Banque centrale du Japon, le bilan de la Banque centrale du Japon, c'est 90% du PIB. Est-ce que vous connaissez en fait le montant du bilan de la Réserve fédérale américaine? Moins de 25. Donc, est-ce que 25 c'est trop ou pas? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'en Europe, on va bientôt atteindre 30 points de PIB. Donc la question de fond, c'est est-on nécessairement obligé de réduire la taille du bilan d'une banque centrale? Aujourd'hui, le bilan de la Banque centrale américaine, c'est un des moins élevés proportionnellement à la taille de l'économie du monde. Donc, nous n'y croyons pas et nous ne croyons aussi pas, concrètement, que si proche finalement d'une fin de cycle, les banques centrales, quelles qu'elles soient, où elles se trouvent, soient capables, en tout cas, et la volonté d'assumer les conséquences que ça pourrait avoir. Parce que si tout à l'heure, je vous dis que l'épisode en fait, de baisse récent de ces derniers jours est une respiration, une reprise de son souffle après un très beau chemin parcouru, si véritablement on était dans une dynamique où les banques centrales changeaient de ton et allaient jusqu'à opter pour des politiques restrictives, là, pour le coup, on serait probablement beaucoup plus proche de mars 2000 qu'une simple respiration. Mais on n'y est pas. Selon vous, alors revoyons les autres arguments en faveur du marché. La macro, bon, cycle vieillissant aux États-Unis, cycle économique vieillissant. Population aussi d'ailleurs, c'était oui, mais pas très belle analogie. Pas qu'aux États-Unis. Bon, on arrive plutôt à la fin, sans doute, puisque le cycle a été exceptionnellement long. En Europe, on dit les croissances magnifiques. On n'a pas vu ça depuis des années. C'est vrai. Ce qui est vrai. Ça rend notre plaisir. Tout le monde sait, enfin, tous les économistes s'accordent aussi à dire que la croissance est au-delà du potentiel. Donc, on le sait, quand la croissance est au-delà du potentiel, eh bien, elle revient à la norme immanquablement à un horizon relativement bref. Donc, la macroéconomie soutient très bien. Je ne dis pas catastrophe, mais soutien bien moins vigoureux. Alors, la question qui se pose dans le monde de l'investissement, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est quand ça va se passer. Et je pense que c'est vraiment la clé. Ce que vous évoquez, c'est vrai. C'est-à-dire que la croissance potentielle européenne, d'ailleurs, est bien en deçà de la croissance potentielle américaine. Aujourd'hui, on va à peu près évoluer, afficher les mêmes taux de croissance qu'aux États-Unis, ce n'est pas tenable. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'au préalable, la croissance européenne a été en deçà de son potentiel. Et donc, finalement, c'est ce mieux macroéconomique, il ne faut pas rêver. Et là aussi, on ne rentre pas dans un cycle de croissance économique qui va durer pendant 10 ans, au-delà de 2%. Celui qui vous le dit, à mon sens, se trompe. On vit en fait un rebond mécanique lié aussi au fait qu'on a eu à subir des taux de croissance qui étaient très faibles auparavant. Donc, premièrement. Deuxièmement, ça fait que quelques trimestres. Donc là encore, vous avez raison, on va retendre vers des niveaux qui seront plus raisonnables en Europe, c'est-à-dire entre 1 et 1,5, pas plus, donc qui en pèse nos mots, mais en l'occurrence, pas tout de suite. Et donc la question de fond, c'est que sur les marchés financiers, il ne faut pas se faire peur trop tôt, parce que vous prenez le risque, entre guillemets, de manquer un segment de hausse qui, derrière, on est bien d'accord. vous pénalise. Vous avez raison, la question du quand est essentielle. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas quelques petits indices qui nous avertissent que le quand est pour... Maintenant? Je ne dis pas maintenant, mais peut-être bientôt. Le bientôt, on peut y souscrire. Oui, oui. Alors, parlons de la microéconomie. Alors déjà, on a une macroéconomie en Europe qui était beaucoup plus favorable que ce que le consensus des économistes prévoyait il y a encore 12 ou 18 mois. C'est vrai. Divine surprise. On s'attendait à ce que les résultats des entreprises européennes en profitent. Et c'était normalement un raisonnement imparable, sauf que les résultats du troisième trimestre sont tout de même... Inférieurs aux attentes. Alors attention, ils on va revenir. Certes, mais ils sont inférieurs aux attentes. Tout à fait. Bon, est-ce que ça, c'est déjà pas le signe que on est un peu face au miroir aux alouettes, quoi? L'année 2017 reste une bonne année en fait en termes microéconomiques, en dépit en fait des résultats qui étaient un peu décevants en fait au troisième trimestre pour les entreprises, probablement en lien aussi avec la réappréciation de l'euro. Il ne faut pas l'oublier quand même qu'on est passé de rythme d'évolution du change, on était sur du 1,05 par rapport au dollar, on est monté à 1,20. Forcément, ça a un impact quand même sur les entreprises européennes. On l'a constaté. Alors sachez quand même une chose par rapport aux États-Unis, c'est que finalement les analystes financiers européens sont peut-être un tout petit peu plus honnêtes que les analystes financiers qui suivent la valeur américaine. Quand même, parce que si vous constatez, vous suivez en fait les saisons de publication aux États-Unis, vous vous rendez compte que avant la saison de publication, tous les analystes baissent leurs anticipations, ce qui fait que systématiquement les entreprises les battent. Ce qui n'est pas le cas en Europe. On ne voit pas le même phénomène. En gros. Donc forcément, on a, je dirais, la vérité des saisons de publication est un peu plus franche qu'aux États-Unis. Premièrement. Deuxièmement, ces déceptions, elles sont toutes relatives parce qu'en fait, on reste en phase de croissance. Et troisièmement, on constate aussi, en fait, sur l'ensemble de la côte européenne, le recovery, c'est-à-dire la remontée en fait, des taux de marge des entreprises. Donc pour l'instant, là encore, ça ne durera pas.
Mais tant que la macroéconomie est là, globalement, les perspectives de débouchés sont convenables. Si les perspectives de débouchés sont convenables, la microéconomie suit. C'est ce qu'on constate dès à présent. Alors, le temps file, Pierre. J'aimerais qu'on aborde une question, on arrive à la fin de cette émission, mais qui me semble tout de même essentielle, parce que là, on discute, on dispute du quand. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de psychologie? Est-ce qu'on n'assiste pas à un changement de psychologie sur le marché en ce moment? Alors, on sait bien que la psychologie est un facteur primordial. Le marché a corrigé, notamment sur l'idée que le raffermissement de l'euro était pernicieux pour les résultats des entreprises. Or, soyons lucides, l'euro est à un niveau qu'il occupait il y a 2 mois. Donc, et les marchés aussi, d'ailleurs. même cause, même effet différent. Changement de psychologie. On voit aussi que certaines sociétés qui ont été portées au pinacle sont aujourd'hui brûlées. Je pense notamment à Altis, qui a perdu 55%. Enfin, l'histoire me paraît assez exemplaire. Voilà, perdu 55% de sa capitalisation en moins de 6 mois. Bon, est-ce que ça, ce ne sont pas des indices qui vous font dire que le camp se rapproche? Le camp se rapproche forcément, hein. mais 2 questions Et par plus rapport vite à ça. que votre scénario le laisse penser. Les taux de change, bon, concrètement, si effectivement l'euro remonte à 1,30, 1,35, là, bien sûr, ça va peser sur les marchés actions européens. Ce n'est pas notre scénario central. Non, mais ce n'est même pas la question que j'évoquais, là, c'était plutôt la question de la psychologie du marché. Oui, premièrement, mais 1,15, 1,20, on reste à peu près sur les mêmes ranges. Aujourd'hui, encore une fois, la petite baisse des marchés qu'on constate actuellement, c'est simplement un prétexte pour les investisseurs pour prendre leurs bénéfices parce qu'ils ont parcouru un superbe chemin et que ça suffit pour le contentement de leurs clients. Il ne faut pas l'oublier quand même, hein. Nous restons des êtres humains lorsque nous travaillons sur les marchés financiers. Donc voilà, il ne faut pas aller trop vite. Par contre, Altis est un excellent exemple. Excellent. Parce que probablement, vous avez raison, c'est comme ça que ça se passera lorsqu'en fait on connaîtra cette véritable fin de cycle sur les marchés financiers. À savoir que je ne crois pas que les marchés vont corriger pour des raisons macroéconomiques, si ce n'est avoir des vraies erreurs politiques monétaires, ce qui est peu probable, ou des problématiques géopolitiques, ces problématiques qui ne sont effectivement imprévisibles. Mais concrètement, comment ça va se passer à la fin? À la fin, lorsque la dynamique macro, et c'est bien ça le préalable, c'est pour ça que nous restons haussiers sur les marchés, en dépit du fait que nous sommes bien conscients que le risque n'est pas bien valorisé aujourd'hui. Tout simplement parce que tant que la macroéconomie est bien orientée, ça assure aux entreprises, d'un point de vue général, en fait, des débouchés suffisants pour qu'elles ne déçoivent pas trop. Par contre, soyons bien conscients qu'aujourd'hui, on valorise les bons dossiers comme les mauvais dossiers. Et lorsque la macroéconomie va commencer à ralentir, ça arrivera de manière inévitable à terme, là, pour le coup, l'environnement des entreprises va devenir plus tendu et va se révéler quoi? Les bons des mauvais. Et malheureusement, aujourd'hui, les marchés ont été beaucoup portés, notamment par la gestion passive, on achète des indices. Et donc, globalement, on valorise de la même manière les bons et les mauvais dossiers. Lorsque l'environnement va devenir plus tendu... On va retourner à la discrimination. Et là, on verra une multiplication d'Altis. Et c'est là où, véritablement, on changera de psychologie de marché. Tout simplement parce que Altis, c'est un accident. Par contre, 10 Altis dans le mois, là, pour le coup, les gens comprendront que certaines choses qui valent cher les valent, d'autres les valent pas du tout. Et le 100 qui devient 40, pour le coup, fait fuir les investisseurs des actifs risqués. Et c'est probablement comme ça qu'on verra une véritable fin de cycle, c'est-à-dire c'est via la microéconomie, l'économie réelle, qui fera que brutalement le risque se révélera. Mais l'investissement nécessite une maîtrise des échéances, et pour vous, pour le moment, on n'en est pas encore là, et donc il faut rester sur les marchés actions. Absolument. Pierre, merci. Merci Vincent.